Province et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production, certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les coins enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation des travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République démocratique du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport de troupes que des équipements ainsi que de vivres. Ces lots importants de matériel ferroviaire mis à la disposition du service national par le président de la République a été salué à sa juste valeur par le gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué lors de son mot de bienvenue, mais aussi par le directeur général de la SNCC qui par ailleurs a mis en exergue les nombreuses réalisations du chef de l'État pour la relance de cette entreprise. L'un des temps forts de cette manifestation, ce fut la coupure du ruban symbolique par le premier citoyen du pays et la visite guidée du matériel ferroviaire. Aucun détail n'a échappé au président de la République qui a tenu à se rassurer de la qualité des engins. Ces derniers seront utilisés par les bâtisseurs de la nation, anciens Koulouna, formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Parmi eux, des filles qui se distinguent de jour en jour. La population accueille cette acquisition avec beaucoup de joie. Étant donné dans les villes des SNCC ou bien le train, ce mouvement n'était plus vraiment programmé, c'était vraiment comme un canard boiteux. Mais en voyant ces deux trains nouveaux, quand nous observons la capacité, en tout cas ça nous soulage. Des assurances pour une utilisation optimale de cette acquisition ont été données par le service national qui par ailleurs s'engage à suivre fidèlement les instructions du commandant suprême pour la réalisation de nombreux autres projets de développement et de reconstruction du pays. À Kinshasa, les présidents de l'Assemblée nationale étaient aujourd'hui l'orateur principal. La conférence de débat organisée à l'université de Kinshasa sur la problématique du développement économique de la République démocratique du Congo, terre d'espoir, Vital Kamerhe en a profité également pour appeler à une union sacrée des intelligences congolaises et sans aucune couleur politique pour exploiter pleinement les nombreuses potentialités de la République démocratique du Congo. Explication à Nimbalaga. Pour cette activité purement académique, l'université de Kinshasa a invité comme orateur principal le professeur Vital Kamerhe, ancien étudiant de l'université de Kinshasa, aujourd'hui élevé au grade de professeur associé dans cette université. L'orateur a présenté son pays, la RDC, avec ses atouts et les défis à relever pour son développement. Pour Vital Kamerhe, la RDC, terre d'espoir, est un paradis que nous avons transformé en enfer. Pourtant, avec ses richesses naturelles, 600 millions d'habitants et ses 2,345 millions de kilomètres carrés de superficie, dont 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables, la RDC a tous les atouts pour son développement. Le professeur Vital Kamerhe a invité tous les scientifiques congolais dans les milieux universitaires comme dans les milieux politiques de créer l'union sacrée des intelligences congolaises afin de proposer des pistes de solutions dans le but de booster l'économie de la RDC. Nous avons voulu démontrer que nous sommes aujourd'hui en enfer, mais c'est un paradis que nous avons transformé en enfer. Ce n'est pas l'œuvre des extraterrestres, c'est l'œuvre du Congolais, pas vous, des dirigeants successifs. Nous devons dire notre mea culpa ici et amorcer la révolution sur le plan managérial, sur le plan de la gestion de la chose publique. Nous devons faire ce que le président de la République appelait les changements, la rupture. Mais au fait, notre tort, c'est de croire qu'un seul homme peut changer la République démocratique du Congo. C'est impossible. Il donne la vision, il fait les choix des personnes et nous réveillons la population qui se développe elle-même.
Tous les acteurs publics et privés sont donc appelés à s'approprier des idées forces issues de cette conférence pour la mise en place de stratégies efficaces d'un développement durable et inclusif. Pour finir, le professeur Dr Vital Kamere a remis officiellement sa thèse de doctorat au recteur de l'UNIKIN, produit en 6 langues différentes, à savoir le lingala, le kikongo, swahili, chiluba, le français et l'anglais. Le retour de la paix dans la partie est du pays, la gestion de conflits, les climats des affaires, la coopération, autant de sujets sur la table des échanges entre la première ministre Judith Suminwa Tuluka et ses hôtes. La chef du gouvernement a également reçu en audience de la délégation la MONUSCO, des diplomates de Chine, des Pays-Bas ainsi que des États-Unis d'Amérique, tous accrédités en République démocratique du Congo. Reportage, François Bolabouaki. Le rétablissement de la paix dans l'est de la RDC, la protection des populations et de leurs biens, la chef du gouvernement en fait un point d'honneur. Le plan de désengagement de la MONUSCO, dossier qu'elle maîtrise pour avoir été ministre du plan. Ce jeudi, autour de Judith Suminwa Tuluka, la MONUSCO et quelques membres du gouvernement concernés par le dossier, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense, celui de l'Intérieur et du Plan, ainsi que la ministre d'État aux Affaires étrangères. Les États-Unis sont engagés à une collaboration étroite avec l'exécutif central dans la résolution des conflits, l'agriculture et la santé, a laissé entendre la diplomate américaine Lucy Tamlin au cours de ses échanges avec la première ministre. La Chine voudrait renforcer la coopération avec la RDC. Cette délégation conduite par l'ambassadeur chinois Zhao Bin est revenue sur les infrastructures et les mines. Elle couvre un large éventail de sujets allant des infrastructures, mines, jusqu'à l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Donc on est convenu de travailler ensemble. Les signaux lancés par le climat des affaires de la RDC intéressent les Pays-Bas. Angèle Samoura, ambassadeur de la Hollande, l'a indiqué à Judith Suminwa Tuluka. Avec l'RDC, on a discuté la situation à l'Est, on a discuté aussi un petit peu le programme du Pays-Bas à l'Est du pays pour soutenir le peuple congolais et soutenir une solution politique. Les Pays-Bas appuient des projets de stabilité de la RDC depuis plusieurs années. Sacrée journée mondiale des réfugiés a lieu tous les ans le 20 juin. Pour cette année, les thèmes choisis pour un monde qui accueille les personnes forcées à fuir. L'occasion pour la Commission nationale des réfugiés de sensibiliser la population et également de saluer la force et le courage de celles et ceux qui ont été forcés de fuir pour échapper au conflit. Redépendant. Pour un monde qui accueille les personnes forcées de fuir, tel est le thème de la Journée mondiale des réfugiés célébrée chaque le 20 juin. Cette année, le cadre choisi, c'était le Musée national qui a reçu plusieurs invités. C'était l'occasion de penser aux besoins des personnes réfugiées en leur ouvrant nos portes sans méconnaître leurs atouts et leurs réalisations. Mais garantir aussi la sécurité, c'est la seule alternative pour leur permettre de retourner chez eux en sécurité. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie. Premièrement, le discours du secrétaire permanent rendu par le directeur de la commission de protection de la Commission nationale des réfugiés, Augustin Lukuka. La République démocratique du Congo, pays continent, sert d'asile à 526 249 réfugiés et demandeurs d'asile des différentes nationalités. Il est important que la communauté internationale accompagne le gouvernement de la République démocratique du Congo pour une meilleure prise en charge de ces personnes et aussi des communautés hôtes. Que dans le souci d'assurer une meilleure protection des personnes déplacées de force, la RDC a mis en place la loi portant statut des réfugiés en République démocratique du Congo, conformément à la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et celle de l'OUA de 1969. Le docteur Pierre Achom a renchéri en ces termes. La journée mondiale des réfugiés est également l'occasion de reconnaître la générosité des pays d'accueil qui ont gardé leurs frontières et leur cœur ouverts aux personnes ayant besoin d'une protection internationale. Offrir un refuge aux déracinés est une expression de notre humanité commune.
Le deuxième temps fort était l'intervalle des questions-réponses qui a soulevé quelques préoccupations de taille en vue d'en avoir la compréhension. La très distinguée première dame et présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi s'est joint hier au monde entier pour célébrer la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Elle était à cet effet au centre de médecine mixte d'anémie SS rénové pour apporter un soutien et réconfort moral aux patients de l'hôpital de Mabanga de Yolo. Reportage. Des moments qu'affectionne particulièrement Denise Nyakeru Tshisekedi. Ses enfants, drépanocytaires âgés pour la plupart d'une dizaine d'années, échangent quelques mots avec l'épouse du chef de l'État. C'est mal, hein? Ça va aller. On t'a donné les médicaments. Ça va? Une visite qui a tout son sens, en ces jours qui rappelle à l'opinion l'existence des drépanocytaires et l'urgence de sensibiliser sur la maladie. Des soins spécialisés seront administrés aux patients dans un cadre répondant aux normes. Le centre Mabanga est totalement opérationnel. Un défi que vient de relever Denise Nyakeru Tshisekedi à travers la fondation qui porte son nom. Les témoignages des responsables et des patients rencontrés en disent long. Denise, merci. Il faut abongiser pour tous les traitements. Enfin, kuna place tovuti awa aweleki tokuti wa condition ya bien. Nzamba pambulai apese sous makasi apese sous courage ya kotonga ta libanda. Moi, je viens de Kinkole. Je suis venue jusqu'ici pour que mon enfant obtienne de soins de qualité. Que Dieu bénisse la première dame. Vraiment nzamba pambulai. La première dame n'a pas seulement construit pour nous, mais elle a aussi équipé l'hôpital à la hauteur vraiment d'un hôpital de référence où on a tous les matériels. Donc nous sommes vraiment au grand complet. Nous profitons de votre micro pour dire merci à sa très distinguée première dame parce qu'elle n'a pas seulement pensé aux drépanocytaires, mais à nous aussi les agents, parce que maintenant là nous allons travailler dans des conditions, dans de bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas avant. Dès la pédiatrie en passant par la médecine interne, pour chuter aux urgences, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a voulu s'assurer du bon fonctionnement de l'hôpital. C'est pour cette catégorie de la population, c'est-à-dire les drépanocytaires qui fréquentaient cet hôpital, c'est pour eux que l'hôpital a été réhabilité, qu'on a eu de nouveaux équipements, c'est-à-dire au niveau de la facturation, rien ne va bouger, rien ne va changer, les choses seront telles qu'elles étaient avant et il n'y a pas de crainte à se faire par rapport à cela. Le but de la réhabilitation était justement de pouvoir apporter les soins appropriés. La drépanocytose, une réalité mais pas une fatalité, nous pouvons la combattre en sensibilisant les familles et en agissant pour l'amélioration de la prise en charge des patients drépanocytaires, a martelé Denise Nyakeru Tshisekedi. Totalement réhabilité, ces centres internes de nouveau les malades anémiques depuis le 18 juin 2024. Sa capacité d'accueil est passée de 55 à 120 lits et compte désormais de nouveaux services, notamment l'imagerie, la radiologie, la mammographie et autres. Et aussitôt entré en fonction, le ministre des Finances a tenu à donner une nouvelle ligne de conduite sur base de la vision du président de la République, directeur général des régies financières évoluant sous sa tutelle. D'autres détails dans ces reportages signés Sylvie Moimbo. Cette première prise de contact avec les régies financières était une opportunité pour le ministre des Finances, Doudou Fwamba, de donner des directives du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à ces régies pourvoyeuses de recettes. 4 dossiers étaient abordés au cours de cette réunion. Il y a eu un mot de circonstances prononcé par son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Deuxième point, on a parlé sur la situation des recettes jusqu'à ce jour. Troisième point, on a parlé des points saillants qui doivent nous permettre d'atteindre les assignations, voire les dépasser. Et vers la fin, on a parlé de l'informatisation de nos services. Le comportement des recettes est assez satisfaisant. Au premier semestre, donc mi-juin,
nous avons globalement, de manière cumulée, atteint le chiffre de plus ou moins 109% de réalisation. Bien sûr, il nous reste encore un semestre et il nous a demandé de redoubler d'ardeur. Ce gouvernement a besoin de moyens pour sa politique et ce sont les régies financières qui sont au premier plan pour soutenir les actions du gouvernement. Et si les assujettis ne nous accompagnent pas, ça sera difficile. Évaluant les niveaux des recettes, il a été noté que les recettes mobilisées de janvier à mai 2024 sont de l'ordre de 10 574,8 milliards de francs congolais sur les prévisions de 9 675,6 milliards de francs congolais, portant ainsi le taux d'exécution à 109,3% comparé aux recettes réalisées à la même période en 2023 qui était de 7 233,7 milliards de francs congolais. Il se dégage une hausse nominale de 3 325,4 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 45,9%. Des instructions précises ont été données par le ministre des Finances, Doudou Fwamba, pour que les régies soient beaucoup plus performantes. Plusieurs projets énergétiques sont en cours d'exécution dans les villes de Cabinda, Kisangani ainsi qu'à Boma. Une réunion d'évaluation et de planification d'études d'autres projets d'électrification en République démocratique du Congo a mis autour d'une table l'Agence française de développement, la Banque mondiale ainsi que les ministres des ressources hydrauliques. Teddy Luamba s'est également entretenu avec la diplomate canadienne en poste en République démocratique du Congo. Reportage. Du potentiel au concret, la République démocratique du Congo affiche ses ambitions de locomotive énergétique en Afrique. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Dr Teddy Luamba Mouba, a reçu tour à tour l'ambassadrice du Canada, Maryse Guilbolt, une délégation de la Banque mondiale pour la RDC, ainsi que celle de l'Agence française de développement AFD. Les questions liées à l'hydroélectricité ont été passées en revue au cours de ces audiences. Nous avons discuté du portefeuille de la Banque mondiale dans ce secteur extrêmement important pour la République démocratique du Congo, mais aussi un secteur prioritaire pour la Banque mondiale, un secteur dans lequel nous avons des investissements et des financements de plus de 700 millions de dollars. Concernant le Canada, l'objectif est de renforcer les relations économiques entre les deux pays pour passer d'une relation d'aide au développement à un partenariat économique et commercial gagnant-gagnant dans le domaine énergétique. Pour le Canada, évidemment, tout ce qui est hydroélectricité, tout ce qui est électricité, on a une expertise qui est unique. Avec la délégation de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement AFD, il a été question pour le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, de passer en revue de projets dans les secteurs de l'énergie, notamment un projet en cours d'exécution visant à apporter de l'énergie à la ville de Cabinda, Kisangani et autres. C'est un projet que nous avons octroyé fin 2022, signé mars 2023, ratifié en juin 2023 d'un montant de 41 millions. Ces audiences ont permis au ministre Teddy Luamba Mouba de se fixer des objectifs clairs pour relever les défis d'un Congo au sommet dans les domaines énergétiques. Venons-en maintenant à cet atelier sur les additifs alimentaires. Les impacts sur la santé lancé par le ministre de l'Industrie. D'autres détails dans ces reportages. La problématique transversale et multiforme de l'utilisation des additifs alimentaires dans les boissons commercialisées en République démocratique du Congo, cette matière est au cœur de la tenue d'un atelier multisectoriel qui regroupe différents experts venus de diverses structures et entreprises du portefeuille de l'État. Ces travaux, qui visent à booster les aspects positifs de la souveraineté industrielle de notre pays, sur des échiquiers aussi bien nationaux, africains que planétaires, a vu le ministre de l'Industrie marteler que la sécurité alimentaire des aliments est l'affaire de tous. Il n'y aura pas d'industrie dans ce pays, il n'y aura pas de création de richesse dans ce pays si nous ne gardons pas notre capital humain en bonne santé. C'est pour cela que c'est l'affaire de nous tous. Nous devons tous faire une synergie pour qu'ensemble nous puissions développer le cadre normatif qu'il faut, les standards requis, et qu'on puisse les appliquer de manière rigoureuse. Pendant 3 jours, soit du 19 au 21 juin, ces experts nationaux et expatriés
vont cogiter scientifiquement et de manière dialectique autour de voies et moyens de doter notre pays de vrais outils juridiques, administratifs et techniques à même de réguler ce secteur crucial de la santé humaine. Notre souhait à travers l'organisation de cet atelier est que déjà, ceux qui travaillent, ceux qui produisent, ceux qui fabriquent des produits qui ont un lien avec notre alimentation et ceux qui participent dans le contrôle, qu'on se mette ensemble avec toutes les structures de l'État pour qu'on regarde qu'est-ce que nous pouvons faire. Une exposition vente des produits de petites et moyennes entreprises congolaises estampillée du label Made in RDC, suivie d'une série d'exposés scientifiques, ont clôturé cette première journée du dit atelier. La consolidation du partenariat entre l'Union européenne et le gouvernement de la République via l'Institut national de préparation professionnelle INPP au centre de la visite de la délégation de cette organisation politico-économique au siège de cet établissement public. On en parle dans ce reportage signé Jojo Ndibou. Le nouveau ministre du Travail et de l'Emploi, Ephraim Akwakwa Nameto, ainsi que celui de la formation professionnelle, Marc Ekila, ont visité les installations de l'Institut national de préparation professionnelle à la 11e rue Limété, histoire de palper les portefeuilles sous leur tutelle, accompagnés de la vice-ministre de la formation professionnelle kenyane et du président de la haute autorité de la formation professionnelle. Cette délégation a été reçue par les comités de gestion de l'INPP ainsi que les agents et cadres de cette institution. Le directeur général de l'INPP, Godefroy Stanislas Chimonga, a fait savoir la mission de l'INPP depuis sa création jusqu'à ce jour, qui répond aux besoins des entreprises et contribue à la création de la classe moyenne. Pourquoi venir ici à l'INPP? Parce que le ministère du Travail et de l'Emploi est la tutelle de l'INPP. Avec son offre de formation variée et un personnel qualifié, l'INPP offre l'opportunité à la population active d'apprendre un métier pour une meilleure insertion dans la société. Le ministre du Travail a également fait savoir à son tour que sa visite cadre avec le renforcement de coopération entre la RDC et l'Union européenne qui compte accompagner l'INPP. Au terme de la visite dans les différentes directions et ateliers de l'INPP, le nouveau ministre a promis la collaboration pour perfectionner cette mission régalienne en faisant appel à d'autres partenaires en dehors des partenaires traditionnels. Exportation des produits congolais, bientôt une feuille de route sera élaborée. C'est ce qui ressort d'une série de consultations menées et entamées par les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, avec les entreprises sous tutelle de son ministère. Reportage Erika Bomba. Clôturant l'audit organisationnel au niveau des établissements publics et services sous tutelle du ministère du Commerce extérieur pour une élaboration prochaine d'une feuille de route, le ministre Julien Paluku Kaongia s'engage à consolider la politique d'exportation des produits congolais. Des exportations qui permettront à la RDC de gagner plusieurs marchés, dont le marché américain avec l'AGOA. Julien Paluku veut aussi moderniser l'OCC pour une meilleure certification des produits congolais. La RDC a suffisamment de marchés à conquérir. Les marchés américains, les marchés européens, les marchés chinois, les marchés africains et les marchés congolais lui-même. Mais lorsque nous devons conquérir les marchés extérieurs, nous devons nous rassurer de la chaîne de production. Et c'est là où interviennent les autres ministères. Dans cette politique commerciale de la RDC, c'est l'Office congolais de contrôle. Et nous avons insisté, lorsque nous avons reçu l'Office congolais de contrôle, sur la mise en place d'un laboratoire moderne d'abord à Kinshasa, ensuite de 2 ou 3 laboratoires modernes à l'intérieur du pays, pour nous rassurer que les pays qui vont sortir de la République démocratique du Congo sont certifiés. Signalons qu'à la clôture de cet audit organisationnel, le ministre a eu des réunions techniques avec les animateurs de l'OCC, de l'ANAPEX, de la FIKIN, qui ont présenté chacun l'état des lieux de leurs structures respectives.
Les agriculteurs du site agricole d'Endjili font face à de nombreuses difficultés qui ralentissent leur activité. Ils l'ont exprimé au ministre d'État, ministre du Développement rural, Mohindo Nzangi, qui est allé à leur rencontre. Explication Yvette Mokuntima et Dichala dans ce reportage. Accompagné des hauts fonctionnaires et experts du secteur des développements rural, le ministre d'État, ministre du Développement rural, Mohindo Nzangi Butondo, était dans la commune d'Endjili pour s'entretenir avec les agriculteurs et encourager l'innovation dans la production agricole dans un environnement économique en constante évolution. Aux difficultés évoquées comme l'accès aux intrants agricoles et aux technologies modernes de production, les ministres d'État, ministre du Développement rural, par sa volonté de soutenir les initiatives locales et de promouvoir des politiques locales inclusives en mettant en contribution les ressources locales. Les solutions envisagées seront résilientes, prenant en compte les dérèglements climatiques et les fluctuations économiques qui en découlent. L'état des lieux des sites maraîchers est crucial en vue d'élaborer un plan urgent de production des légumes en grande quantité pour desservir Kinshasa. Cette visite, selon le ministre d'État Mohindo Nzangi Butondo, était l'occasion de souligner l'importance stratégique de l'agriculture dans le développement économique et social du pays à partir de la base. Le nouveau directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics, Claude Kayembe, a pris officiellement ses fonctions aujourd'hui. C'était à l'issue la cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur. Reportage. Nommé par ordonnance présidentielle et notifié par la chef du gouvernement Souminwa Toulouka, Maître Claude Kayembe Mbaye est le nouveau directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics RMP. Il vient de prendre officiellement ses fonctions à l'issue de la cérémonie des remises reprises avec le directeur général par intérim sortant Benoît Kalikat. C'était en présence du président du conseil d'administration de l'RMP, Armand Chamala Kanyinda, et de la représentante du gouvernement. Maître Claude Kayembe Mbaye a exprimé sa détermination à mettre en œuvre la vision du chef de l'État en ce qui concerne la transparence, l'équité et l'égalité dans les marchés publics. Il a également souligné l'impérative nécessité d'une approche managériale basée sur la cohésion des équipes. Il a bon espoir de l'implication de son Excellence, Madame la Première ministre Judith Suminwa, son autorité de tutelle, afin que l'autorité de régulation des marchés publics RMP puisse jouer son rôle de bras séculier du gouvernement pour mettre de l'ordre dans le secteur de la commande publique. Fort de sa longue expérience en tant qu'avocat et après s'être soumis à la procédure concurrentielle de désignation d'un directeur général de l'RMP, Maître Claude Kayembe Mbaye apporte à cette institution dynamisme et sans s'élever du respect des textes juridiques. Le nouveau directeur général de l'RMP a annoncé par la même occasion sa volonté de faire rayonner l'autorité de régulation des marchés publics tant par son déploiement à travers la République que par la vulgarisation de ses missions auprès du grand public. Réhabilitation et construction des routes dans la commune d'Endjili dans le cadre du projet Kinelenda, le processus de recrutement de ceux qui feront partie de la main-d'œuvre qualifiée a été lancé. Reportage. Après la sensibilisation des autorités locales sur le processus de recrutement des tâcherons pour les travaux de haute intensité de main-d'œuvre dans le cadre du projet Kinelenda, avec la division urbaine des affaires sociales sur la réhabilitation de l'avenue Luemba dans la commune de Ndjili et de la construction de l'avenue Maître Croquet dans la même commune, voici la phase de recrutement proprement dite. 1000 candidats au total se sont présentés, comme l'atteste Faustin Kumba, assistant superviseur du processus d'enregistrement des tâcherons. Aujourd'hui, on a commencé très tôt, on a commencé vers 6h50. On a rencontré vraiment un monde fou dans l'enceinte de l'école Talamakou.
Et puis on a commencé à enregistrer le tâcheron Timo à partir de 6h55. La division urbaine des affaires sociales accompagne donc ces processus pour voler au secours des vulnérables, a indiqué le chef des divisions urbaines des affaires sociales, Lucie Kankou. Ojekine Lenda entend recruter au total 500 tâcherons pour ces travaux de réfection de routes qui seront exécutés par l'entreprise chinoise CFHEC. Et par ailleurs, cette étape d'enregistrement va s'étendre jusqu'au week-end pour la séance de loterie qui va consister à tirer les bons jetons de l'urne, compris entre le numéro 1 et 500 pour être d'office retenu. Kinelenda est un projet du gouvernement de la République financé par la Banque mondiale et mis en œuvre par la cellule infrastructure du ministère des Travaux publics et infrastructures. À l'université de Kinshasa, l'étudiant Pongo Woni a défendu avec brio son mémoire de DA sur le pouvoir normatif des juges constitutionnels. Reportage Robin Daï. Le pouvoir interprétatif du juge constitutionnel congolais, c'est l'intitulé du mémoire présenté et défendu par Landry Pongo Wanya, licencié en droit, en vue de l'obtention du diplôme d'études supérieures en droit. Travail dirigé par le professeur Kalouba Dubois en présence du jury composé du doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Louis Essambo Kangachi. C'est un très bon mérite d'avoir un travail qui vous donne une synthèse assez claire sur la théorie de l'interprétation. Cette défense s'est déroulée dans la salle doyen Grégoire Bakande Jawampungu devant d'autres étudiants. Après quelques orientations, les récipiendaires a reçu la mention. Après en avoir délibéré à Outo, a pris la décision suivante. Candidat Pongo Woni Landry a réussi avec la mention la plus grande distinction. La faculté de droit de l'université de Kinshasa, à travers son département de droit public interne, organise ce samedi 22 juin 2024 une conférence débat en hommage aux professeurs Victor Jean-Claude Diello Epenge Osako et Augustin Kitete. Cette conférence aura pour thème regard croisé sur l'objet du droit constitutionnel. Ça fait des décennies que les constitutionnalistes ne se sont pas exprimés de manière formelle dans un cadre plutôt habilité à donner de points de vue. Nous avons comme orateur le professeur Évariste Bochab, comme ayant été un disciple du professeur Kitete Kekumba, le professeur Jolie Esengekeli, le professeur Essambo, comme ancien disciple du professeur Djelo Epenge Osako. Donc on vient d'abord étudier du point de vue scientifique l'objet du droit constitutionnel, mais avec le plusieurs regards que cela peut entraîner, des regards de juristes positivistes, des juristes anthropologues, des juristes politistes, et ainsi de suite. Les scientifiques et le monde politique sont invités à y prendre part. Dans les 100 cours, la population a été sensibilisée à l'unité et la cohésion nationale pour le développement de cette partie du pays. L'initiative est de Guilain Fundi Abedi, cadre des mouvements lumumbistes et progressistes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut à tout prix voir une société paritaire et égalitaire sans discrimination basée sur le genre. Une position saluée par la communauté nationale et internationale. Pour le président du MLPN, mouvement des lumumbistes progressistes et nationalistes, Guilain Fundi Abedi, cela se justifie par la composition du gouvernement actuel qui est dirigé par une femme. La représentation de la femme, vous remarquez qu'il y a un grand effort qui est en train d'être fait. C'est vrai, on était à un pourcentage trop faible. Actuellement, nous sommes presque à 30% de la représentation de la femme, ce qui est une très bonne chose et que dans la vision du chef de l'État, je pense que ça va aller jusque-là pour ne fût-ce que respecter la Constitution. Par ailleurs, Guilain Fundi Abedi fustige les déclarations de certains politiciens à perte de vitesse à l'endroit du chef de l'État qui reste un vrai rassembleur. Les élections 2024. Faisons une petite gymnastique arithmétique. 450 tribus. Si vous divisez par les 4 zones linguistiques, en moyenne c'est 100 et quelques par zone linguistique. Vous divisez par 450, vous mettez par 100, vous avez 25%, c'est-à-dire l'électorat de chaque zone linguistique c'est 25%, 25%. Si le pays représentait 4 candidats selon les zones linguistiques, c'est que tous les candidats